You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec le VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler de santé sexuelle et de prévention. Aujourd'hui, nous allons présenter la troisième édition de l'enquête VESPA sur les conditions de vie des personnes vivant avec le VIH suivies à l'hôpital. À la suite, on vous proposera un témoignage sur la vie amoureuse, autant de indétectable égale intransmissible. Après, nous ferons un saut en Afrique, en République démocratique du Congo avec MSF. Continuerons avec les annonces du cœur pour finir avec les infos de la semaine. Pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 40 40 90 25. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sur notre site comitédesfamilles.net ou bien passer par notre compte Twitter VIH Radio ou notre page Facebook Comité des Familles. N'oubliez pas que nous sommes un podcast sur notre site, mais aussi sur Apple Podcast, Spotify et Audioblog. 2023, c'est l'année de VESPA 3, une enquête qui va questionner la vie des personnes qui vivent avec le VIH dans leur globalité. Merci à Paul Emmanuel pour nous avoir présenté le travail. On l'écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Paul Emmanuel, je suis écoutant à SIDA Info Service, que je représente au sein d'un collectif interassociatif de lutte contre le VIH qui s'appelle TRT5-CHV. Et ce collectif participe avec 3 autres laboratoires de recherche à une grande enquête qui s'appelle VESPA 3. Qu'est-ce que c'est du coup VESPA 3 ? Alors VESPA 3, c'est une enquête nationale donc, qui est faite en France, qui s'intéresse au vécu des personnes qui vivent avec le VIH sur un grand échantillon représentatif. Et VESPA 3, du coup, c'est la 3e édition de cette enquête VESPA. Il y a une première en 2003, une deuxième en 2011, et là, 10 ans après, on prépare l'enquête VESPA 3. Et il y en a beaucoup d'enquêtes sur la vie des personnes qui vivent avec les VIH. C'est quoi, à ton avis, la spécificité des VESPA, des enquêtes, du coup, des 3 enquêtes VESPA et peut-être de la 3 ? Alors déjà, c'est comment est construite cette enquête VESPA, parce que c'est sur un grand échantillon de personnes, à peu près 3000 personnes, qui sont tirées au sort. Ça permet d'avoir une représentativité de la population qui vit avec le VIH à un moment donné en France. Et une autre particularité, c'est tous les aspects que va questionner l'enquête VESPA, qui va s'intéresser à la vie des personnes dans leur globalité. En fait, ça va pas s'intéresser uniquement aux soins ou au traitement. On va interroger la vie sociale, le travail, le rapport aux soins, mais aussi la vie affective, sexuelle, les parcours des personnes. Donc, Mais pour restreindre un peu le champ, c'est seulement des personnes qui sont suivies à l'hôpital, parce qu'on n'a pas, c'est difficile de joindre un public différent que ça. C'est bien ça, c'est que des personnes suivies à l'hôpital. Oui, et alors il y a plusieurs choses. Déjà, la première enquête en 2003, la plupart des personnes séropositives au VIH étaient uniquement suivies à l'hôpital. Donc ça avait commencé comme ça. Pour le mode de recrutement, c'est plus simple aussi, justement, de passer par les services hospitaliers. Et un autre des aspects de VESPA, c'est de garder la même méthodologie, ce qui permet de comparer en tout cas tout ce qu'on va trouver au cours de cette enquête d'une enquête à l'autre. C'est-à-dire qu'on a la photo de 2003, on a la photo de 2011, on va avoir la photo de 2023-2024, et tout ce qu'on va avoir, on va pouvoir comparer, et du coup voir les évolutions d'une enquête à l'autre. Est-ce que tu peux nous faire un bref retour sur le 1 et le 2 ? Alors oui, comme je t'ai dit, VESPA 1, c'était en 2003.
Donc c'était un moment où il y avait les premiers traitements contre le VIH, les premières trithérapies qui étaient encore bien lourdes. Donc c'était un contexte particulier. C'était aussi un moment où les traitements étaient initiés sous condition que l'infection était déjà avancée par rapport au nombre de lymphocytes CD4 quoi, qui étaient bas en fait. 10 ans après VESPA2, il y avait des traitements qui étaient un plus large choix de traitement, des traitements qui étaient peut-être mieux tolérés. Il y avait aussi des formes combinées qui arrivaient. Ça permettait peut-être moins de prises quotidiennes, donc pouvait supposer une amélioration pour les personnes. Il y avait aussi la notion du traitement comme prévention qui commençait en fait en 2011. C'était pas encore totalement validé, mais du coup voilà, il y avait quand même des évolutions entre les deux. Les résultats de VESPA 1 et VESPA 2, ça a permis du coup par cette photographie, on va dire, de ce que ces avancées médicales, on va dire, apportaient aux personnes, de se rendre compte qu'il y avait d'autres aspects que le traitement, en fait. La qualité de vie, pour les personnes, était très importante. Et ça, les résultats de VESPA ont permis d'entrer cette notion de qualité de vie, cette qualité de soins, on va dire, dans les politiques publiques, notamment les rapports d'experts ou autres. Il y avait, depuis ces enquêtes, des données, des chapitres consacrés vraiment à la vie des personnes. Et après, toutes ces données, ça a aussi beaucoup servi les autres projets de recherche qui sont venus après. Les associations aussi s'en sont saisies pour adapter en tout cas ce qu'elles pouvaient proposer aux personnes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend de VESPA 3 ? Alors, ce qu'on attend, c'est un moment particulier aussi là en 2023 parce que on approche la maîtrise de l'épidémie par le VIH à l'horizon 2030. Donc, on est proche de la maîtrise, mais il y a beaucoup de choses qui sont passées aussi. Les traitements sont nettement plus optimum aujourd'hui. Il y a des nouvelles formes qui arrivent, injectables, on parle d'allègement thérapeutique. On évoque aussi la cure, la guérison du VIH. On n'y est pas tout à fait là, mais on l'évoque. Il y a eu des améliorations dans la prévention aussi, avec des dépistages plus accessibles, la prévention biomédicale par la PrEP, par exemple. Là, pour le coup, le traitement comme prévention est totalement validé. Une personne qui est suivie, qui a un traitement et qui contrôle sa charge virale ne peut pas transmettre le VIH, donc c'est énorme. Puis il y a aussi tout ce qu'il y a autour, le vieillissement des personnes qui vivent avec le VIH, c'est des enjeux différents qu'on n'avait pas en 2003 et pas en 2011. Les crises sanitaires aussi, la Covid qu'on a connue il n'y a pas longtemps, ça a eu des impacts et du coup on veut s'intéresser et voir qu'est-ce que ça a pu faire, comment vivent au vu de ce contexte les personnes avec le VIH. Et du coup là on va s'intéresser peut-être principalement à la qualité de vie et l'accès aux soins pour les personnes, mais aussi aux soins pas que VIH, pour les autres pathologies dues avec le vieillissement, les autres comorbidités qu'il peut y avoir. On va chercher à interroger aussi les inégalités sociales et à travers le vécu des personnes. On va interroger les personnes sur comment elles vivent, en tout cas ce qu'elles peuvent vivre comme une inégalité, et puis par rapport à la discrimination aussi contre le VIH. C'est quelque chose auquel on va beaucoup s'intéresser pour voir est-ce qu'il y a eu des modifications, est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport aux éditions précédentes. Et du coup, tu nous disais au début, les patients vont tirer au sort. Mais la machine, c'est une grande machine, celle de VESPA 3. Du coup, qui va vraiment participer à l'enquête et quel temps va s'attendre ? Quand est-ce qu'on va commencer et quand on pourra avoir les premiers résultats ? Alors, le temps de la recherche est quand même un petit peu long en général. Donc là, on prévoit de commencer l'étude peut-être avant la fin de 2023, on espère en septembre, mais ce sera peut-être un petit peu décalé. Et du coup, oui, comme on l'a dit au début, VESPA 3, ça s'intéresse aux personnes qui vivent avec le VIH, qui sont suivies en France à l'hôpital. Du coup, il y a à peu près 68 centres et services hospitaliers qui sont tirés au sort. Donc avec tous les grands centres y participeront. Et après, des moyens centres ou des plus petits centres seront tirés au sort. Donc, tous les centres qui accueillent des personnes avec le VIH ne participeront pas à l'enquête VESPA. Il y en a 68 qui vont être retenus.
Et parmi ces 68, en fait, les personnes qui sont suivies dans ces services se verront présenter l'enquête Vespa 3. Et à un moment, on leur proposera, ou pas, pareil, il y aura un tirage au sort parmi les personnes qui sont suivies dans les services, de participer à l'enquête Vespa 3. Alors c'est vrai que c'est un peu ambitieux comme travail de recherche parce que c'est un questionnaire qui peut prendre un peu plus d'une heure. Mais c'est, comme on le voit, hein, c'est des données qui sont essentielles, très intéressantes et dont on a besoin en tout cas pour coller au mieux à ce qu'on propose en termes de prévention, de traitement, de qualité de vie. Et du coup, donc, pour avoir les premiers résultats, il faut dire le temps de l'enquête qui sera ouvert pendant 1 an. Donc, pendant 1 an, dans les centres, on proposera l'enquête jusqu'à obtenir, on espère, un échantillon de 3000 répondantes et répondants. Et du coup, après, il y aura un temps pour traiter les données et peut-être les premières publications d'ici 2 ans. Du coup, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs qui nous écoutent, qui vivent avec le VIH, chez moi à l'hôpital, s'ils voient une affiche violette ou bien s'ils la voient même pas, mais voilà, ça c'est le nom Vespa 3, ne pas hésiter peut-être à demander à son médecin qu'est-ce que c'est et surtout de ne pas hésiter à répondre au questionnaire. Ah bah oui, tout à fait, oui. Bien sûr, et puis participer à l'enquête Vespa 3, c'est l'occasion aussi pour chacun et chacune de parler de son vécu, en fait, de s'exprimer, de raconter son parcours, sa vision de sa vie avec le VIH ou autre, en fait. Et c'est le fait que chacun puisse s'exprimer, ça permet collectivement, en tout cas, d'avoir une parole et de faire avancer les choses, de transformer un petit peu ce qui se passe. Lors de cette discussion sur Vespa 3 avec Paul-Emmanuel, plusieurs fois nous avons cité les traitements comme prévention. Pour cette raison, je vous propose à nouveau le témoignage de Marie-Pierre, séropositive depuis ses 20 ans, sur les traces de ses histoires d'amour, toutes avec des personnes négatives au VIH. Un témoignage, encore une fois, que indétectable égale intransmissible, c'est une réalité dans la vie de tous les jours. Quand j'ai appris que j'avais le VIH, j'étais en couple depuis 6-8 mois avec un jeune homme qui n'avait a priori aucune chance d'être séropositif. Tu avais quel âge, toi ? J'ai 20 ans. Et quand je l'ai appris, on m'a dit « Oh, c'est sûr, votre compagnon là, vous lui avez transmis et tout ». Donc j'ai dû lui dire, c'était très dur. Et on était voués à la mort, d'après les médecins. Il nous restait quelques années à vivre et tout. Donc lui, il a décidé de ne pas prendre de préservatif, de continuer comme ça. Et en fait, après, on a essayé de voir s'il était séropositif et il s'est avéré qu'il n'était pas. Donc... Du coup, ça venait vraiment de toi, tu as découvert que c'était toi ? Je me doutais puisque j'avais un passé de toxicomane et lui, pas du tout. Il n'avait jamais touché aux drogues, il n'était pas dans la tranche, entre guillemets, de personnes susceptibles de l'avoir. Tu savais du coup que c'était par rapport à la drogue. Ton passé ? Oui. J'avais fait les tests une fois, ils étaient négatifs. Et le docteur ne m'a pas dit il faut les refaire dans 6 mois, 1 an. Il m'a dit il était tellement content de me dire que j'étais pas séropositive qu'il nous a lâchés comme ça dans la nature. Et moi, comme j'avais arrêté la drogue, je me disais maintenant c'est bon, j'ai plus de risques. Et toi, tu disais, ton compagnon, vous avez continué à être en couple ? Oui. Et lui, il ne voulait pas utiliser les préservatifs ? Voilà. Mais quand j'ai vu qu'il n'était pas séropositif, je lui ai dit non, on prend les préservatifs maintenant, si tu as une chance de ne pas l'être. Mais lui ne voulait pas. Mais c'était une situation un peu spéciale. D'accord. Ouais. Et tu ne veux pas nous dire pourquoi elle était spéciale ? Si, c'est parce qu'il n'avait pas de papier. Et moi, j'ai décidé de me marier avec lui. Je l'aimais, mais j'ai décidé de me marier avec lui au cas où il deviendrait séropositif pour qu'il puisse se faire soigner en France. Voilà. Oui, du coup, en fait, lui, il avait tellement d'autres soucis, entre guillemets, que le VIH, c'était vraiment... Ouais, il a pleuré quand même, il a dit on va mourir ensemble.
C'était pas que pour les papiers. Lui. Vous étiez très amoureuse. Ouais, on était très amoureux à l'époque. Ça n'a pas duré. Oui, j'imagine du coup cette histoire s'est terminée. Ouais. Qu'est-ce que c'est passé après? Donc ça s'est mal terminé. Je me suis enfuie. Et après, je suis retombée dans la drogue parce que on me disait il vous reste 2 ans à vivre. Et encore, si vous mangez bien, si vous arrêtez de fumer, si vous arrêtez tout. Donc moi j'avais 20 ans, 21 ans, j'avais pas envie de mener une vie de bonne sœur alors que j'allais mourir, quoi. Donc je me suis remis à me droguer, à faire la fête et tout. Et d'ailleurs, personne ne croyait que j'étais séropositive parce que je faisais toujours la fête. J'étais en super santé. Donc Tu prenais les traitements? Alors moi, j'ai pris la ZT à une époque de ma vie parce que j'avais une thrombopénie. C'est une maladie opportuniste, c'est-à-dire que j'étais devenue hémophile. Donc j'étais transfusée tous les 15 jours de plaquettes sanguines. Et en fait, on s'est rendu compte que la rate mangeait la ZT, empêchait la ZT de faire son effet. Donc on m'a proposé de m'enlever la rate. Et là, on me l'a enlevée et tout a marché, plus de transfusion. Donc ça a fonctionné, mais j'ai pas suivi. Après, au bout de 6 mois, 1 an, j'ai arrêté la ZT de moi-même et j'ai bien fait, je crois. Vu ce qu'on sait maintenant sur la ZT, j'ai bien fait. Du coup, à un moment, tu prenais pas du tout des traitements. Et j'étais en super forme. Mais entre-temps, tu avais des relations amoureuses? Oui. Moi, j'avais aucun problème à ce niveau-là. J'étais en province en plus et tout le monde était au courant que j'étais séropositive. Comme je vous dis, il y en a qui croyaient que c'était même pas vrai. Et les gens avec qui j'avais des rapports sexuels prenaient les préservatifs sans problème. D'accord. Et comme ça continuait. À un moment, tu es tombée amoureuse quand même. Oui, je suis restée 11 ans avec un métis martiniquais. Et lui, il n'était pas séropositif, mais il voulait pas prendre le préservatif. Bon, c'était un peu compliqué à gérer pour moi, mais comme il me disait, je suis un homme, je sais ce que je fais. Donc voilà, j'ai déjà eu des rapports avec des femmes séropositives et j'ai jamais rien eu. Et de fait, il l'a pas eu. Bon, il est décédé, mais d'autres choses et rien à voir avec le VIH. Mais toi, tu sais pas, à l'époque, je pense que c'est avant la vie suisse, c'est avant qu'on sait que voilà, on contamine pas son camp. Ouais. Nous, on s'en doutait un peu parce que je transmettais pas le virus, j'ai transmis à personne. Mais tu prenais pas les médicaments à l'époque? Non. Après, avec mon Didier, là, le métis, si, je prenais des médicaments, j'avais la trithérapie. Tu étais suivie? Oui, j'étais suivie, mais on ne savait encore pas, je pense à cette époque-là, que tant que la charge virale, ils ne nous en parlaient pas. Moi, on m'en a très peu parlé de ça. Je l'ai su au comité des familles. Qu'on ne pouvait ne pas transmettre si on avait la charge virale indétectable. Et quand je l'ai reproché à ma doctoresse, à mon infectiologue, je lui ai dit pourquoi vous ne me l'avez pas dit, et elle me dit oh mais on ne sait jamais. C'est vrai que les médecins ont un problème avec ça, de nous dire maintenant vous pouvez avoir des rapports sexuels sans préservatif, sans contaminer les gens, ça leur fait un peu... c'est dur à dire pour eux. Peut-être il y a quelques années ou encore maintenant, tu penses? Je pense encore maintenant, parce que c'est pas trop assez mis en avant, mais là on commence à bien en parler grâce aux associations et c'est tant mieux, quoi. Ouais. Et du coup, tu étais 11 ans avec cette personne séronégative. En fait, tu as toujours eu des relations avec des personnes séronégatives. Oui, parce que je suis restée 4 ans avec un garçon séropositif qui est décédé aussi. Et je sentais que ça ne m'allait pas du tout parce qu'on avait tendance à plonger dans le négatif.
Bon, bah, à l'époque, lui, il se droguait, alors donc de temps en temps, on replongeait et tout. Et donc je me disais, non, moi je veux pas d'une vie comme ça. Je suis toujours là, je suis en bonne santé, je veux pas mourir tout de suite. Et après, du coup, si on revient plus vers les années récentes, tu connais, tu as rencontré les comités des familles, tu sais qu'avec un traitement, tu ne transmets pas les virus. Est-ce que ça a changé par rapport à ta façon d'avoir des relations amoureuses ou ouais, bah si, ça a complètement changé parce qu'avant, à chaque fois que j'avais des relations sexuelles non protégées, j'avais toujours peur de transmettre le virus, quoi. Et donc ma libido était un peu, comment dire, elle était vraiment basse, quoi. J'avais pas vraiment envie pour moi, rapport sexuel était égal à risque de transmission. C'est pour ça que j'en ai beaucoup voulu à mon infectiologue parce qu'elle m'a laissé culpabiliser comme ça alors qu'elle savait que je transmettais pas, quoi. Et bon, mon ami, je suis restée 8 ans avec Fabien et il était séronégatif, il le savait et tout, il avait fait les tests. Et donc on faisait les tests tous les 6 mois, tous les 1 an pour voir. Et donc il était jamais positif, donc je ne lui ai pas transmis. Donc voilà. Et par rapport à un autre sujet, aussi très important, tu es parti par l'AZT à l'époque. Oui. Jusqu'à maintenant, tu es sous traitement long-acting avec les injectables. Ouais. Comment ça se passe? Alors moi, je suis rentrée sous protocole, donc ça fera 2 ans au mois de janvier que je suis sous. Ouais. Alors mes résultats n'ont pas changé du tout. Toujours, ça n'a pas augmenté, les T4 n'ont pas augmenté, la charge virale est toujours indétectable et tout ça. Mais par contre, au niveau qualité de vie, ça a complètement bouleversé ma vie. Alors déjà le moral, de prendre des cachets tous les jours en se disant ouais je suis VIH, moi ça me bouffait la vie. Franchement, j'en avais marre. Et des fois, j'arrêtais. Il y a eu une époque où j'arrêtais carrément le traitement de temps en temps. Je disais rien à mon infectiologue et tout, et ça passait bien. Mais autrement, bon, il y a la prise de poids, tous les effets indésirables, genre cauchemar. Et puis même quand je prenais mon traitement, j'étais plombée. Tout de suite, si j'allais à la pêche, et ben, paf, ça me fatiguait, quoi. Et depuis que je suis sous injection, alors déjà j'ai maigri de 15 kilos, je fais du sport, je fais plein de trucs, je revis carrément. Oui, c'est super. Ouais, c'est vraiment... et en plus, tous les 2 mois, t'es tranquille. Et en plus, les infirmières, je les connais donc depuis 30 ans. C'est comme des copines, quand j'arrive, elles me donnent les bons plans, les week-ends avec des assos et tout. Et pour moi, c'est pas un problème d'aller à l'hôpital me faire injecter, hein, pas du tout. Tu ne plains pas des effets secondaires Non, ça fait des petites boules. Quand on injecte un peu trop vite, c'est un peu douloureux, mais franchement... je ne le changerai plus, je ne changerai pas. Et dis-moi, tu risques pas d'oublier, vu que c'est tous les 2 mois justement, ces rendez-vous où tu dois... Bah non, et bon, une fois j'ai oublié, et elles m'ont appelé tout de suite, et j'y suis retournée le lendemain matin. Il y a 7 jours à peu près, bon on est vite, mais il y a 7 jours de battement, voilà, si jamais il y a un problème. Sunshine, when you're with me, I can fly.
hard to find. Real peace begins inside, in our hearts and in our minds. Hearts and minds began to see the one and all means you and me. And what we know can set us free. Rearrange reality. Reality is what we know. We can change the river's flow. Plant a seed, watch it grow. Build a shelter below. Home is where my heart will stay. Even when I'm far away, makes no difference what they say, as long as you're in the sunshine. When you're with me, I can fly. Sunshine. When you're with me, I can fly. When I'm feeling sad and low, and I'm not sure where to go, and all the good times that I've known have gone and left me all alone. All alone I'll never be, as long as you are here with me. You're in everything I see, everything I'm doing. All I do for you. You're my sun, you're my moon, every lazy afternoon. You're my inspiration. Inspiration lights the way, brings a sparkle to a shade, makes the dark clouds go away. So let the children play. Sunshine, when you're with me, I can fly. Sunshine, when you're with me, I can fly. Cuando estoy contigo, siento que vuelo, que me elevo, llego hasta el cielo. Cuando estás a mi lado, corazoncito, siento que vuelo, que llego hasta el cielo, que nunca podría estar sin ti. No me sueltes, no. Music is the reason why people laugh, people cry, sing and dance and clap their hands. It's how the whole world understands that we are one. Makes no difference what you've done. Where you love under the sun, we are only human, yes it's true. Still the mystery is you, and the sky so clear and blue makes every day feel so brand new day throughout the world. From the little boys and girls, everybody lends a hand. We can live together, sunshine. When you're with me, I can fly. Sunshine. When you're with me, I can fly. Sunshine, sunshine, yeah. When you're with me, I can fly. Sunshine. When you're with me, I can fly. Lors d'une journée scientifique d'épicentre satellite d'MSF dédiée à l'épidémiologie, Céline Langer-Doff nous parle des infections bactériennes invasives chez les patients en stade avancé de l'infection VIH à Kinshasa, République démocratique du Congo. Voici son intervention. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats d'une étude portant sur les infections bactériennes invasives chez les patients à un stade VIH avancé en République démocratique du Congo.
Les patients en stade VIH avancé, définis par l'OMS par un taux de CD4 inférieur à 200 ou une maladie de stade 3 ou 4, ont un risque plus élevé de décès. Bien que les estimations de la prévalence du VIH avancé soient très variables, des données d'Afrique du Sud montrent que près d'un tiers des patients séropositifs entrant dans le système de soins ont une infection à VIH avancé. En RDC, entre 2014 et 2019, environ 35% des patients suivis en clinique avaient un stade clinique 3 ou 4. Les infections bactériennes sévères comptent dans cette population parmi les principales causes de décès. Elles sont plus fréquentes chez les adultes hospitalisés séropositifs que séronégatifs, et ce, d'autant plus que leur taux de CD4 est faible. Quand on parle d'infection bactérienne, vient systématiquement la considération de l'antibiorésistance, qui est un problème mondial et dont l'ampleur s'intensifie constamment, particulièrement en Afrique subsaharienne. Le taux de décès attribuable à la résistance aux antimicrobiens est le plus élevé. Ces niveaux alarmants d'antibiorésistance questionnent l'efficacité des traitements de première ligne de traitement et l'adaptation des protocoles thérapeutiques empiriques au niveau local, où l'accès à des données d'antibiorésistantes est parfois très limité, comme en RDC. La principale question sous-jacente à cette étude est comment optimiser les protocoles thérapeutiques empiriques déjà existants à l'hôpital qui traitent des patients au stade VIH avancé pour améliorer leur survie malgré déjà un risque de décès élevé. Y a-t-il des paramètres particuliers à prendre en compte comme l'exposition préalable aux soins pour débuter une antibiothérapie empirique le mieux adaptée et le plus tôt possible pour tenter d'améliorer la survie de ces patients? Pour tenter d'apporter des éléments de réponse, nous avons étudié les infections bactériennes invasives qui sont des bactériémies ou des méningites bactériennes diagnostiquées par culture au laboratoire. Nous avons ajouté à cette définition un critère de délai de survenue des symptômes pendant l'hospitalisation et d'exposition préalable aux soins. Donc, dans les premières 48 heures d'hospitalisation, si le patient n'avait pas eu d'infection à des soins dans les 30 jours précédents, son infection bactérienne était classée comme acquise en communauté. Par contre, si le patient avait eu une exposition à des soins dans les 30 jours précédents, hospitalisation, soins ambulatoires ou à domicile, son infection était classée comme associée aux soins. Enfin, au cours de l'hospitalisation, si les symptômes d'une suspicion d'infection invasive se présentaient 48 heures après l'admission, l'infection confirmée était classée comme acquise à l'hôpital ou infection nosocomiale. Ces définitions, qui ne sont pas consensuelles dans la communauté médicale et encore moins dans les patients en stade VIH avancé, ont été définies en collaboration avec l'équipe médicale de l'hôpital impliquée dans l'étude. Les objectifs étaient de décrire pour les 3 catégories d'infections la prévalence, l'agent causal, l'agent bactérien causal, l'antibiorésistance et le devenir du patient, dans le but de tenter de guider les protocoles thérapeutiques empiriques. Nous avons conduit une étude descriptive, prospective, au centre hospitalier de Cabinda, ou CHK, soutenue par MSF et spécialisée dans la prise en charge des patients VIH en hospitalier pour les patients à un stade VIH avancé ou en ambulatoire. Les critères d'inclusion dans l'étude étaient les mêmes que ceux utilisés en routine au CHK pour prescrire une culture de sang ou de liquide céphalorachidien, à savoir fièvre ou hypothermie, avec ou sans signe de choc, ou une réadmission dans les 30 jours suivant une hospitalisation, ou tout jugement clinique du médecin. Nous avons collecté des données cliniques ou thérapeutiques de plusieurs sources et des données bactériologiques provenant du laboratoire. Pendant la période de l'étude, entre août 2021 et juillet 2022, nous avons enregistré 1725 hospitalisations, parmi lesquelles 1298 ont été incluses dans l'étude, ce qui correspondait à 997 patients. Les analyses ont porté sur les hospitalisations pendant lesquelles les patients inclus ont eu au moins un prélèvement pour suspicion d'infection bactérienne invasive, soit 1198 admissions. Ces patients inclus avaient un âge médian de 41 ans, un patient sur 5 a eu 2 admissions ou plus pendant la période de l'étude, et la grande majorité répondait au stade 4 de l'OMS, avec des infections opportunistes, les plus fréquentes étant la tuberculose sur toutes ses formes, la toxoplasmose cérébrale et la pneumocystose. Une population donc sévèrement symptomatique comme attendu. Voyons maintenant les principaux résultats de l'étude. Parmi près de 500 cas d'infections acquises en communauté, 71 cas ont été confirmés au laboratoire, ce qui donne une proportion d'infections bactériennes invasives communautaires parmi les admissions de 5,9%. Concernant maintenant les infections associées aux soins,
Parmi 625 cas suspects, 110 ont été confirmés, soit 9,2% des admissions. Quant aux infections acquises à l'hôpital, 226 suspects, après donc 2 jours d'hospitalisation, 42 cas confirmés, soit 3,5% de l'ensemble des hospitalisations incluses. Concernant la mortalité, parmi tous les patients inclus, la mortalité hospitalière était de 28%. Parmi les cas confirmés d'infections acquises en communauté, 26,8% sont décédés. Parmi les cas d'infections associées aux soins, un tiers des patients sont décédés, alors que ce sont 2 tiers des patients avec une infection acquise à l'hôpital. Décrivons maintenant les infections bactériennes invasives et les agents bactériens en cause. Ici, tout d'abord, les infections bactériennes acquises en communauté. Les germes les plus fréquents étaient les Salmonella nontyphi et les pneumocoques. Si on ajoute en vert les germes en cause dans les infections associées aux soins, nous voyons que les Salmonella nontyphi étaient aussi les plus fréquentes, mais moins de pneumocoques et davantage de grammes positifs, dont des entérocoques. Maintenant, en orange, les agents en cause dans les infections acquises à l'hôpital. Nous avons trouvé des étiologies vraiment différentes, avec davantage de germes dits hospitaliers, comme les Klebsiella pneumoniae et autres entérobactéries, les Staphylococcus aureus et les bactéries non fermentaires type Acinetobacter. Concernant la sensibilité aux antibiotiques maintenant, donc d'abord pour les entérobactéries dans les infections acquises en communauté. La ceftriaxone et la ciprofloxacine restent efficaces seulement sur moins de 20% des entérobactéries. Le méropenem et l'azithromycine, qui est utilisé pour les salmonelles, restent très efficaces. Globalement, les Salmonella nontyphi avaient le même profil de résistance que les autres entérobactéries. J'ajoute maintenant à ce graphe les infections associées aux soins en vert. Nous voyons des pourcentages de sensibilité similaires à ceux des infections acquises en communauté. Et maintenant, en orange, j'ajoute les infections acquises à l'hôpital et on remarque des taux de sensibilité similaires ou encore plus faibles pour tous les antibiotiques. Le nombre de souches est limité, mais la résistance au méropenem, traitement privilégié dans ces infections, est inquiétante. Un autre résultat important est la sensibilité du pneumocoque à la ceftriaxone, qui nous rassure dans la poursuite de l'usage de cet antibiotique dans les pneumonies. Enfin, pour les Staphylococcus aureus, le seul antibiotique aujourd'hui efficace est la vancomycine. Ainsi, les infections bactériennes invasives diagnostiquées dans les premières 48 heures, comptant pour 15% des admissions, ont montré des taux de résistance très élevés par rapport à ce qui est décrit dans la population générale de la sous-région. Cette étude a montré que les profils des agents pathogènes mis en évidence dans les infections bactériennes invasives communautaires et associées aux soins étaient similaires, ce qui questionne la nécessité de distinguer ces 2 types d'infections dans la prise en charge empirique à l'admission, comme mis en place au CHK aujourd'hui. Pourtant, la révision des guidelines empiriques doit considérer les infections sévères non détectées par les hémocultures, comme les pneumonies, qui comptent tout de même pour 15% des patients inclus dans notre étude. La proportion des infections bactériennes invasives acquises à l'hôpital était comparable à ce qui est décrit dans la littérature pour des hôpitaux tertiaires dans d'autres pays d'Afrique. La forte proportion des patients décédés ne présuppose pas que l'infection bactérienne invasive serait la seule cause du décès, mais augmenterait le risque de décès de même que le faible taux de CD4. Les faibles taux de sensibilité aux antibiotiques des germes mis en évidence exigent le recours à des antibiotiques à large spectre pour le traitement de ces infections, tels que le méropenem ou la vancomycine. Pour conclure, ces résultats sont les premiers résultats d'études sur les infections bactériennes invasives chez les patients avec un stade VIH avancé en RDC. Les niveaux d'antibiorésistance alarmants questionnent depuis plusieurs années déjà le personnel médical MSF du projet SIDA à Kinshasa et des discussions sont en cours avec l'équipe pour traduire au niveau opérationnel les résultats de cette étude. En particulier, tenter de cibler au mieux les antibiotiques empiriques comme l'azithromycine ou les carbapenem. Un exercice toujours difficile pour trouver le meilleur équilibre entre couvrir potentiellement des infections sévères mais peu fréquentes et limiter la propagation des résistantes aux antibiotiques dans la population. Le diagnostic des infections invasives et leur résistance aux antibiotiques se poursuit en routine au CHK et il est intéressant de poursuivre la tendance, de la suivre dans le temps. La surveillance pourrait être aussi étendue à d'autres programmes dans d'autres pays à ressources limitées où l'épidémiologie des infections bactériennes chez les patients à un stade VIH avancé est peu connue et serait certainement différente de celle de la RDC. Cela permettrait d'adapter les protocoles thérapeutiques empiriques aux situations locales et donc d'optimiser l'usage des antibiotiques chez ces patients très vulnérables.
Je m'éteins comme une flamme. Si tu n'es pas là, je frissonne d'amour quand je sens tu me rends fou. Je ne peux plus penser. Chante ta voix. Je succombe quand tu laisses ta main. C'est sur moi comme ça. Le comité de famille fête ses 20 ans. Pour moi, le savoir expert, c'est le savoir de qu'est-ce que c'est de prendre un traitement tous les jours, qu'est-ce que c'est d'avoir des effets indésirables, qu'est-ce que c'est d'avoir à révéler son statut, qu'est-ce que c'est le coup de massue qu'on prend sur la tête quand on apprend sa séropositivité, comment on retrouve son estime de soi après l'annonce d'une séropositivité. C'est ça l'expertise du patient expert. Rendez-vous le jeudi 5 octobre à 18h au comité des familles. Inscription obligatoire au 01 40 40 90 25. Et c'est le moment des annonces du cœur. Comme d'habitude, je vais vous en lire quelques-uns, mais je vous invite vraiment à vous connecter sur notre site comitédefamille.net pour lire l'intégralité des annonces. Vous pouvez vous inscrire avec une adresse mail valable, comme ça vous pouvez écrire votre première annonce qui sera validée par nos soins, et après vous pourrez échanger de manière privée. Alors, je vous lis quelques annonces. Femme, toi qui cherches comme moi son âme sœur, écris-moi vite. Je veux une femme, je suis âgée de 53 ans. Coucou, jeune femme africaine de 41 ans, paraissant beaucoup moins à la recherche de son Adam. Il doit avoir entre 50 et 70 ans. Je t'attends. À très bientôt. Je relance mon annonce et j'espère avoir plus de chance en France exclusivement, étant donné que je vis à Paris. Jeune homme de 53 ans à la recherche de sa moitié pour une relation saine et pleine d'aventures. D'origine africaine et sans préférence, car une femme, c'est une femme à mes yeux. Bonjour, j'ai 40 ans, 1m74, 70 kg. Je recherche une relation amicale, voire amoureuse, pour une vie à deux. J'habite à Strasbourg, je suis célibataire, j'ai une fille. Je recherche une femme vivant avec les VIH en France. Bise. Je suis bisexuelle, envie de rencontrer des gens qui aiment profiter de la vie, qui prennent bien soin d'eux. Je cherche des personnes qui inspirent la positivité de vivre. Hâte de vous rencontrer.
je te laisse me tomber en croque. Et c'est le moment des infos de la semaine. Pénurie des médicaments, Sanofi annonce l'arrêt de la production en France de 13 principes actifs. 13 principes actifs ne seront plus produits en France. 135 postes de travail supprimés d'ici 2025. Ce sont les annonces du laboratoire pharmaceutique Sanofi. Parmi les principes actifs concernés, les chlorazépate, principe actif du Tranxène, les lofrazépate, principe actif du Victane, la ticlopidine, principe actif du Ticlide, commercialisation arrêtée en France, la chlorpromazine, principe actif de l'Argactil, ou encore la tripipramine, principe actif du Sormontil. Par rapport à la suppression des postes, l'industrie a dit que personne ne sera contrainte au licenciement, mais les personnes seront accompagnées vers d'autres métiers. Les réactions lors de la commission d'enquête du Sénat sur les pénuries des médicaments ne sont pas manquées. Comment est-ce possible que lors de son audition, vous n'avez pas eu connaissance des suppressions des postes? Vous comprenez que ça nous intéresse puisque qui dit baisse des capacités de production dit possibilité des médicaments en tension, c'est l'objet d'ailleurs de cette commission d'enquête, a remarqué la sénatrice communiste Laurence Cohen. Selon la CGT, les suppressions des postes ainsi que la destruction des bâtiments vont faire perdre l'équivalent de 50 tonnes de production de principes actifs sur les sites de Sanofi. À la question, pouvez-vous nous garantir que les décisions que vous avez prises ne peuvent pas engendrer des pertes de médicaments, des pénuries, posée par la sénatrice écologiste Mélanie Vogel. Sanofi a répondu « Je ne peux pas garantir ça à 100% et du coup, il peut y avoir des ruptures en transférant nos produits entiers, mais tout est mis en œuvre pour les éviter. » Sénégal, les VIH très diffusés chez les populations dites clés. Les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, les travailleurs du sexe, les consommateurs de drogue, la prévalence du VIH est très haute au Sénégal. Selon Mam Morphal, responsable de l'Alliance nationale des communautés pour la santé, il dit « Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a deux défis majeurs qui guettent la lutte contre le sida. Ce sont les droits humains et de genre. Il y a des groupes qui sont très affectés par le VIH. C'est ce que l'on appelle les populations clés qui ont des prévalences VIH beaucoup élevées. Si vous prenez les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, ils ont une prévalence nationale qui tourne autour du 27%. C'est aussi valable pour les professionnels du sexe qui tournent autour de 5,3% et les consommateurs de drogues injectables avec une prévalence de 3,7%. Les nouvelles infections chez les jeunes sont aussi inquiétantes. Il continue.
Sur l'ensemble des nouvelles infections parmi les hommes de 15 à 49 ans, 69% sont survenus chez des jeunes hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Et c'est tout pour vivre avec le VIH d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une dernière émission de la saison, toute dédiée au festival Solidays. Très belle journée, très belle soirée à toutes. À bientôt.